Mardi, nous sommes le 24 mars 2020. Bonjour, bonsoir à tous. Dans le décryptage de ce jour, nous parlons de coronavirus où les chercheurs questionnent la pertinence des mesures de prévention en Afrique. Pour cerner le fond de ce thème, Mamadou Diouf est là pour nous éclairer. Mamadou, bonsoir et bienvenue une fois encore. Merci, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors, comment vous vivez l'actualité de coronavirus depuis plus d'un mois déjà dans le monde et sur le continent africain? En fait, comme tout le monde, j'ai ma famille au Sénégal, le corona se développe là-bas. J'ai ma petite sœur en Italie qui est dans la zone de... C'est des zones sensibles, ça, qui est qui est la plus impactée par le coronavirus. Donc, on est obligé de suivre l'actualité au jour le jour parce que nous subissons actuellement ce que tout le monde subit. On fait la guerre contre un ennemi qui est invisible. Il est où? On ne sait pas. Si on savait au moins il est ici, on pourrait savoir comment l'éviter plus facilement. Alors, comment on peut comprendre le fait que tous les jours, chaque pays africain enregistre un cas, soit un nouveau cas complété à un ancien cas qu'on a peut-être préalablement enregistré? Comment cela s'explique concrètement? C'est la caractéristique de cette maladie. La contamination se fait de façon extrêmement facile. La maladie est particulièrement contagieuse. Et c'est ça qui fait que très facilement, pour ne pas dire très rapidement, vous avez un pays qui déclare un cas, 2 cas, progressivement, on va facilement à 50. C'est le cas pratiquement du Sénégal, du Burkina au niveau de la sous-région. Tous les 2 pays sont dans la 60aine actuellement, alors que pendant un temps, les cas n'étaient pas nombreux. On répétait une personne, on a testé, parfois même on n'a pas trouvé de cas. Il y a 2 raisons à cela. La première raison, la personne qui contamine n'est pas nécessairement malade, de sorte qu'on n'a pas tendance à éviter cette personne parce qu'elle ne fait pas la maladie, elle ne présente pas les symptômes de la maladie. La deuxième raison, c'est que nous sommes en Afrique, nous vivons en communauté et nous le faisons de façon extrêmement forte, ce qui fait que la contamination va pouvoir être beaucoup plus rapide. Si on prend le cas du Sénégal, les 4 premiers cas qui ont été testés positifs, c'était des étrangers venant de l'Europe. Sur ces cas, il y a eu une seule contamination. Mais le premier Sénégalais, qui venait également d'Italie, qui est arrivé, tout seul, il a contaminé une 20aine de personnes. Oh. Et ça se comprend parce que si je reviens d'Italie, si je viens chez moi, c'est ma famille, ma femme, c'est mes enfants, c'est mes amis, c'est mes tantes, c'est mes cousines, c'est la grand-mère. Tout le monde vient pour te rencontrer parce que moi aussi, j'ai pris la peine de chercher un cadeau pour toutes ces personnes. Vous imaginez cette proximité que cela crée et cette contamination alors que la personne n'avait pas été testée positive quand elle est arrivée. Donc il y a également ce facteur qui est là, qui rend la tâche plus difficile quand il s'agit de l'Afrique. Nous ne vivons pas de façon individuelle, nous vivons en communauté. Nous vivons en communauté et depuis quelques jours, sinon des mois déjà, on voit des chercheurs qui s'activent ça et là dans les pays européens pour essayer de mettre un terme à ce mal, à ce virus qui décime les populations à travers le monde entier. Justement en Afrique, que font-ils concrètement ces chercheurs, entre guillemets? En fait, il y a du travail qui se fait. Et il y a du travail qui se fait puisque l'OMS avait homologué bien avant que le virus ne soit détecté en Afrique, le laboratoire de l'Institut Pasteur à Dakar, un autre laboratoire au niveau de Johannesburg en Afrique du Sud. Mais en plus de ça, l'OMS, sachant qu'il y a un risque par rapport à l'Afrique, s'est mis également à former, de sorte que si vous voyez, dans beaucoup de nos pays aujourd'hui, les gens sont en mesure de faire ce test, alors que quelques mois auparavant, les gens n'étaient pas en mesure de faire ce test. Donc il y a ce pas qui a été fait en compagnie de l'OMS. Si je prends le cas du Sénégal, vous avez actuellement un deuxième laboratoire qui est dirigé par le professeur Souleymane Mboup, qui est un co-découvreur du VIH2, le deuxième virus du sida, qui est en train également de travailler sur cela. Aujourd'hui, ils font les tests, tout comme l'Institut Pasteur le fait. Et c'est un laboratoire où les gens travaillent également dans la recherche. Et je suis sûr que ce n'est pas le seul laboratoire au niveau de l'Afrique où les gens essayent également de participer à la lutte contre le coronavirus en essayant de trouver la solution pour toute l'humanité. Mais cela n'est pas visible, non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est tout à fait normal parce que nos laboratoires n'ont pas le niveau des laboratoires occidentaux. Nous n'avons pas la communication que les laboratoires occidentaux ont.
Mais ce qui est sûr, quand vous regardez ces chercheurs que nous avons ici, ils travaillent souvent en collaboration avec ces chercheurs qui sont au niveau des laboratoires occidentaux. Donc, d'un point de vue compétences, d'un point de vue ressources humaines, il y a ce qu'il faut. Parfois, c'est vrai, d'un point de vue technique, tout le matériel n'est pas là, de sorte qu'ils peuvent se retrouver en retard par rapport aux chercheurs au niveau de l'Occident. Et ça, c'est à nous de voir comment les accompagner pour qu'il y ait le matériel qu'il faut, pour qu'en termes de recherche, qu'ils ne soient pas en retard par rapport à d'autres qui ont les mêmes compétences qu'eux. Est-ce qu'on peut parler de la fiabilité ou de l'efficacité dans cette démarche qui est qualifiée peut-être africaine? Bon, est-ce qu'il y a une démarche africaine? Parce qu'avec le coronavirus... Qui fait la recherche, cela n'est pas vraiment apprécié comme un Européen ou un Asiatique. Mais pourtant, les Africains font du très bon travail, aussi bien ici qu'en Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les laboratoires européens également, vous avez des Africains qui sont présents dans les laboratoires américains et qui font un très bon travail. Mais bien sûr, ils ne sont pas les propriétaires des laboratoires. Donc, quand la communication se fait, on ne sent pas ce travail qui est fait par ces compétences qui sont des compétences africaines. C'est le nom du laboratoire que l'on voit. Mais ici, il y a un travail qui est fait. J'ai donné tout de suite l'exemple du professeur Souleymane Mboup. S'il a participé à la découverte du deuxième virus contre du sida plutôt, ça veut dire que les Africains sont capables de faire quelque chose. Et le laboratoire qu'il gère, il était déjà en train de travailler sur le virus contre le sida. Ce virus-là est arrivé. On est toujours dans les virus. On est pratiquement dans les mêmes familles. Il y a déjà un certain matériel qui est sur place pouvant permettre également de participer à ce travail à l'échelle mondiale qui consiste à voir comment trouver soit un vaccin, soit un médicament efficace pour pouvoir dire voilà une méthode certifiée pour pouvoir soigner ou prévenir la maladie à coronavirus. Prévenir la maladie à coronavirus. Vous convenez avec moi, la semaine dernière, on a eu à écouter cette sortie du patron de l'OMS qui demande à l'Afrique de se réveiller, à s'apprêter peut-être au pire, quand on sait qu'il y a des hommes de main qui s'y connaissent dans le domaine en Afrique. Pourquoi ce genre de déclaration? Est-ce à dire que l'Africain n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe actuellement sur le terrain? En fait, la déclaration a deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'alerte. Parce qu'avec le coronavirus, il faut être dans l'anticipation. Quand on se met derrière le coronavirus, on le suit, on ne le vaincra jamais. Il faut anticiper. C'est pourquoi, quand il le disait, l'Afrique n'en était pas là où on se trouve aujourd'hui. Donc, c'est un message d'alerte pour que les gens prennent à temps les bonnes dispositions. Le deuxième élément, il ne faut pas oublier que c'est l'OMS qui nous aide dans plein de choses. Que ce soit les vaccinations qu'on fait pour les enfants, que ce soit la lutte qu'on mène contre un certain nombre de maladies. Donc l'OMS connaît très bien quelle est la situation de nos infrastructures sur le plan sanitaire, quelle est la réalité de nos plateaux techniques. Donc quand il parle, en fait, c'est quelqu'un qui est particulièrement informé. Il ne faut pas qu'on oublie que le premier responsable de l'OMS aujourd'hui est un Africain, un Éthiopien. Donc il sait ce qui se passe effectivement sur le territoire, sur le continent africain. Et c'est tout à fait normal qu'en tant que leader, j'allais dire mondial, sur cette question de la santé, qu'ils prennent le devant pour amener les gens effectivement à se réveiller. Et quand on dit se réveiller, c'est les autorités d'abord, puisque c'est eux qui vont mettre en place les mécanismes de lutte contre le coronavirus, mais c'est les populations également, parce que nous avons en Afrique plein de comportements qui favorisent la dissémination du virus. Et sur ces comportements, il faut qu'on accepte, même si c'est de façon provisoire, de revoir un certain nombre de choses dans nos comportements pour que le virus ne nous amène pas là où il a amené d'autres pays avant nous. Que doit-on revoir concrètement? Il y a plein de choses. Je donne un exemple. Nous aimons prendre du thé qu'on appelle communément Ataya. Ataya, oui. Généralement, il y a combien de verres et il y a combien de personnes qui boivent? Voilà. Est-ce qu'après que chacun ait bu un verre, on lave le verre avant de donner à l'autre? Vous imaginez, quand on dit qu'il faut s'éloigner de la personne d'1 mètre pour éviter la maladie, vous imaginez quand la personne a mis ses lèvres sur un verre, te donne le verre, tu mets tes lèvres dessus, on ne doit plus parler de distance dans ces conditions-là. Ça, c'est une de nos habitudes. On va manger dans des gargotes, les cuillères sont là, les plats sont là, on ne prend pas le temps de les laver de façon hygiénique. On prend juste le temps de les laver pour que les traces
qui sont sur la cuillère et sur le plat s'enlèvent et on va se faire servir, on va s'asseoir manger parce qu'on est pressé de manger et de repartir. Cela également va favoriser la présence du virus. Regardez comment nous habitons. Nous habitons dans des cours communes. Quand on dit par exemple qu'en Allemagne aujourd'hui il est interdit un regroupement de plus de 2 personnes, ben dans nos cours communes parfois ce qu'il y a là-bas ça dépasse largement. On utilise les mêmes toilettes des fois. Tout à fait. Et quand on utilise les toilettes, il y a la question de ces mains qui intervient. Voilà. Vous voyez les pays qui ont été infectés, les gens sont allés parfois jusqu'à désinfecter le goudron. Je ne parle pas seulement des supports, les rampes des escaliers, les boutons des ascenseurs, jusqu'au goudron, les gens sont allés désinfecter pour donner au virus le moins d'espace possible. Est-ce que nous sommes en mesure d'agir de la sorte? Si nous ne sommes pas en mesure d'agir de la sorte, il faut qu'on fasse ce que nous sommes capables de faire. Et sur ce plan, il faut qu'on soit clair, la solution pour nous est plus dans la prévention que dans le traitement. Parce que pour le traitement, si les Cubains partent en Italie, si les Russes partent en Italie pour aider l'Italie dans le traitement, imaginez si nous, on se retrouve avec un grand nombre de cas, comment la situation va se présenter. Quand on parle aujourd'hui des chercheurs en Afrique, faut-il seulement voir ceux qui ont fait cette grande école, l'école européenne, ou bien ceux qui sont également dans les pratiques traditionnelles? Sur les pratiques traditionnelles, on n'a rien vu de concret pour le moment. C'est vrai que j'allais dire... Ça et là, oui, il y a toutes sortes de recettes, j'allais dire miraculo, spirituello, mystiques que l'on propose, qu'on lit parfois à notre tradition africaine, que l'on lit même parfois aux religions pour dire qu'on est capable de faire ceci et de faire cela. Ce qui est sûr, rien de concret n'a été déposé sur la table. Parce que la science est là pour regarder tout ça. Si quelqu'un parvient à trouver une solution, la science ne va pas refuser à prendre cette solution. Mais à l'heure actuelle, on doit éviter les mauvaises solutions. On est dans une situation suffisamment grave, comme dit quelqu'un, l'heure est grave. Il ne faut pas qu'on prenne des sentiers qui vont nous ajouter des problèmes. Prenons ce qui est concret, ce qui est connu, ce qui a été testé. C'est ça qui permet aujourd'hui de faire en sorte que ce virus puisse reculer. À quoi devons-nous attendre dans les jours qui viennent? Si nous prenons, surtout en Afrique, hein? Si nous prenons nos responsabilités, si nous communiquons vrai, si nous communiquons juste, si nous communiquons utile, si nous tirons les leçons de ce qui s'est passé dans les autres pays, on ne va pas passer par le chemin par lequel ces autres pays sont passés. On peut apprendre de leurs erreurs, on peut profiter de leur expérience et faire en sorte que quand nous, on va faire face au virus, on prend nos moyens, on utilise également ce que les autres ont fait. Normalement, on se trouve dans une position où le virus doit avoir moins d'impact chez nous que ceux chez qui le virus est passé auparavant. Mais est-ce que toutes ces dispositions ont été prises? C'est ça la véritable question. Justement, il faut aussi travailler la psychologie des gens. Hein? Mais tout à fait. C'est la panique dans toutes les maisons, dans les coins et recoins de la ville, des pays, c'est là, hein, dans les marchés, ça parle un peu partout. Oui, mais il faut plus que travailler parce qu'on a même des gens qui disent que ça n'existe pas. Jusqu'à aujourd'hui. On a des gens qui n'y croient pas du tout et qui croient qu'on panique les gens pour rien. Et ce genre de situation, c'est à la limite le sommet. Quand quelqu'un en arrive à dire que cette maladie n'existe pas, malgré tout ce que les gens voient un peu partout, sans compter ceux qui croient que, bon, moi, il y a ma foi, il y a ma spiritualité, il y a ma ceci qui va faire que la maladie ne va pas me toucher. Et ça amène les gens à ne pas prendre un certain nombre de précautions. Et tout ça complique la tâche, tout simplement, à la lutte qui est en train d'être menée contre le coronavirus. Pour vaincre le coronavirus, on a besoin d'une union sacrée. On a besoin de tout le monde, que chacun agisse dans ce dans quoi il peut agir pour qu'il y ait le moins de contamination possible. Parce qu'un très grand nombre de contaminations en Afrique, c'est dommage, mais ça va être une hécatombe. Mamadou, merci pour les explications. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, nous allons devoir marquer une pause pour se retrouver dans la partie l'invité dans un court instant dans ce grand rendez-vous de tous les soirs sur votre antenne.